Frédéric Joly, merci d'avoir accepté mon invitation et d'être venu ce soir. Et je voudrais commencer par une question dont on a déjà parlé tout à l'heure, mais qui me semble très importante. C'est qu'est-ce qui vous a décidé de devenir biographe de Robert Musil, d'écrire sa biographie? Parce que c'est quand même, c'est pas rien, parce que je sais maintenant combien de temps vous avez passé à ce livre-là, et c'est un lien très intime. Et je pense qu'il doit se passer quelque chose d'assez important. C'est la découverte par Philippe Jacotet, à travers Philippe Jacotet, à travers l'œuvre de Philippe Jacotet, qui était un grand poète, un grand traducteur, et qui a traduit l'intégralité de l'œuvre de Musil à partir du début des années 50, à peu près. Donc j'ai découvert Musil grâce à Jacotet. Oui, tout à fait. J'ai découvert Musil grâce à Jacotet. C'est une découverte de longue haleine, au long cours. L'œuvre de Musil est très, très ample. Il y a d'abord les désarrois de l'élève Torlès, il y a des essais, l'œuvre théâtrale, des nouvelles, et surtout l'homme sans qualité, bien évidemment, que tout le monde connaît au moins de nom. Voilà. Et c'est ce long apprentissage de l'œuvre de Musil qui m'a poussé à me lancer dans l'écriture de sa biographie. Et nous avons parlé tout à l'heure de la différence qu'il peut y avoir entre ce premier roman, comme vous le disiez, qu'il a écrit à 26 ans. C'était aussi différent peut-être de ses œuvres qui ont suivi, surtout peut-être par rapport à l'homme sans qualité. Alors, les désarrois de l'élève Torlès, c'est le premier roman de Musil. Il l'écrit très jeune, à 25-26 ans. C'est un roman qu'il écrit en 1902-1903, qu'il paraîtra en 1906. Il l'écrit avec une très grande aisance en quelques mois. Et c'est un roman qui est en partie autobiographique, puisque le jeune Musil avait été poussé de force par ses parents à intégrer un lycée militaire. Donc là, la dimension autobiographique, elle est forte. Mais les désarrois de l'élève Torlès, c'est tout sauf un roman naturaliste ou strictement autobiographique. C'est plus compliqué que ça. C'est à la fois un roman de facture très classique qui se lit de façon très, très aisée. On est très loin de l'homme sans qualité. Et c'est à la fois un roman très sophistiqué, où donc il y a une dimension autobiographique, une dimension... je dirais, méditative, intellectuelle assez forte, et qui ne pouvait pas être restituée au cinéma. On va en parler. Volker Schlöndorff a été obligé je crois, de prendre un certain nombre de libertés. C'est un roman spéculatif, et c'est une sorte de fable morale, comme vous l'avez compris. Et on en a déjà parlé, mais il y a quelque chose, peut-être c'est justement parce qu'il y a ce côté autobiographique qui permet aux lecteurs, aux spectateurs, même du film, même si tout n'a pas pu être adapté et montré sur les images, il y a quelque chose quand même d'assez émouvant chez ce personnage qui est simplement humain. Il y a ce côté très très vivant chez lui, parce que moi par exemple, je me suis parfaitement reconnue chez ce garçon qui... en fait, il est complètement perdu. Il cherche quelque part un accroche. Il se tourne vers les sciences, mais les sciences ne donnent pas de réponse. Il se tourne vers l'autorité pour en savoir plus, mais l'autorité est défaillante puisqu'elle ne peut rien expliquer.
Et la cuisson de sa soupe, ça lui semble à ce professeur de mathématiques, lui semble plus important que cette question pourtant si existentielle. Ça lui échappe complètement et je trouve que c'est quelque chose enfin même dans le film, on réussit à sentir avec lui parce que c'est aussi cette scène à la fin et ça peut-être c'est quand même un signe du fait que ça marche, même dans le cinéma, cette scène où il pousse Basini, quand tout le monde le pousse dans cette scène-là, et puis il a un mouvement de tête, il y a un dégoût très profond sur son visage. Et là, tout ce qu'il a ressenti, c'est parfaitement visible, c'est sur l'écran. Oui. Et je pense qu'on s'identifie à ça aussi, parce que c'est très, très humain, cette contradiction dans le ressenti. L'élève Torles, c'est un garçon qui est sensible, qui est intelligent. S'il n'était qu'une brute épaisse, ce ne serait pas très intéressant. Tout serait dit. C'est évidemment très ambigu, très, très ambivalent, et c'est ce qui fait je crois, tout l'intérêt de cette histoire. Comment un garçon sensible, intelligent, à un moment donné, se laisse embarquer, succombe à des passions perverses, en fait. Alors, ce qui est très intéressant quand on compare le livre et le film, c'est que Volker Schlöndorff réalise ce film en 1966, 60 ans pile après la parution du roman, et bien évidemment dans l'intervalle, il y a eu le nazisme en Allemagne. Quand Robert Musil écrit ce roman en 1906, évidemment, il ne peut pas imaginer ce qui va se produire 30 ans plus tard. Mais il le perçoit. Et d'ailleurs, en 1936, quand un éditeur va lui demander d'écrire une préface inédite pour une réédition de son roman, il reconnaîtra a posteriori la dimension politique qui, au moment où il écrivait le roman, lui échappait, dont il avait une forme de prescience, mais qui fondamentalement lui échappait. Ce n'était pas quelque chose de véritablement pensé. Quand il écrit ce roman, il offre le portrait d'un adolescent qui, comme je l'ai dit, succombe à des passions perverses. Il ne portraiture pas une société en devenir. Mais 30 ans plus tard, il comprend qu'il a décrit l'éducation d'une génération. 30 ans plus tard, d'ailleurs, il a cette expression. Au fond, j'ai fait le portrait de tyran in nucleo, c'est-à-dire de tyran en devenir, de tyran en train de se former. Et je crois que quand Schlöndorff, au milieu des années 60, décide d'adapter le roman, il est évidemment la dimension politique est très présente dans son esprit. Et je crois cette dimension est assez présente dans le film, plus qu'elle ne l'est dans le roman par la force des choses. Et il semble aussi, là je vais me permettre peut-être une remarque provocative, mais le problème que vous avez évoqué tout à l'heure de l'éducation d'une génération, peut-être de l'éducation tout court, il semble être dans des années plus tard encore actuel, puisque c'est aussi dans des grandes écoles, dans des écoles très prestigieuses, il s'agit toujours de cette même façade qu'on garde et derrière laquelle se passe peut-être autre chose. Oui, non, mais quand Musil, très jeune, est au lycée militaire, il est frappé par cette espèce d'abîme entre effectivement le décorum, les uniformes,
la discipline au quotidien et ce qui se déroule effectivement dans les alcôves. Et ça, c'est évidemment un abîme qu'il a voulu restituer dans le roman. Et si les Lefterless succombent provisoirement à ces passions perverses, c'est aussi parce que l'institution éducative, je crois, peine à lui offrir des perspectives ou à lui donner les moyens de ne pas s'y succomber. Oui, il y a cette dimension. D'ailleurs, le roman va rencontrer un grand succès à l'époque, en 1906, et il y a énormément de pédagogues professionnels qui vont s'y intéresser, qui vont en débattre et qui écriront à Musil pour évoquer toute cette dimension qui l'intéressait pas trop d'ailleurs à l'époque, qui n'était pas la dimension la plus essentielle, mais qui est effectivement présente. Ouais. Je vous rappelle que vous pouvez toujours avoir le micro si jamais vous avez des questions, des remarques. Est-ce qu'il y a peut-être... Oui, il y a déjà une première question. Oui, ce n'est pas une question, c'est plutôt une remarque. Il s'agit d'une institution militaire, il ne s'agit quand même pas d'un lycée ordinaire. Il y a quand même une différence en matière d'éducation. Oui, absolument, tout à fait. C'est vraiment... Vous avez en arrière-fond tout un débat philosophique en Allemagne entre, me semble-t-il, l'idée qu'il y a un sens intime qui nous empêche de commettre des choses mauvaises, c'était tout l'héritage kantien, et puis toute la remise en cause qui s'opère à la fin du 19e, soit sous les effets du darwinisme, soit sous les effets de la pensée nietzschéenne, etc. Et peut-être qu'il faut aussi aller chercher dans ce sens-là. Il n'y a pas seulement un roman de formation, il y a tout un climat intellectuel derrière. Enfin, me semble-t-il, hein, c'est une modeste remarque. C'est un lycée autrichien, première chose. Donc c'est un petit peu différent. Il y a une spécificité, mais il y a effectivement un climat. C'est un climat qui n'échappe pas au jeune Musil d'ailleurs. Hein. Quand il écrit, comme je l'ai dit, on est en 1902, 1903. Le roman paraît en 1906. On est 8 ans avant la Première Guerre mondiale. Et il y a une montée du chauvinisme, une violence politique latente dont il est conscient. Et vous avez tout à fait raison de souligner qu'il s'agit d'une institution militaire qui est chargée de former la future haute hiérarchie militaire de l'Empire austro-hongrois, ce qui ne va pas sans une certaine idéologie et des valeurs qui ne sont pas forcément partagées dans d'autres établissements éducatifs, ça c'est sûr. Ouais. Ouais. Je crois que vous n'avez pas revu le film depuis un moment. Ouais. Ça vous fait quoi de le revoir sur un grand écran? Est-ce qu'il y a des différences entre le livre et le film qui vous sautent aux yeux? Alors, ce qui m'a frappé sur le plan esthétique, c'est ça je n'avais pas le souvenir, je trouvais que c'était un très beau noir et blanc. C'est le travail sur la lumière et le noir et blanc est splendide. Avant de vous rejoindre, j'ai regardé un petit peu sur Google tout ce qui avait pu être écrit il y a plus ou moins longtemps sur ce film, et j'ai appris que Schlöndorff avait opté pour le noir et blanc pour des raisons économiques, pour des raisons financières en fait, par économie, parce qu'il ne disposait pas d'un budget de production énorme. Je trouve que au final, ça se révèle... Le film, il gagne beaucoup, je trouve. On pense à Fritz Lang. Donc j'ai été frappé par la dimension esthétique. Que j'avais vu le film très jeune, donc beaucoup de choses m'avaient échappé. C'est son premier film. Hein. Schlöndorff le réalise à 26 ans. Et je trouve que pour un premier film et pour un cinéaste aussi jeune, c'est extrêmement maîtrisé. Après, les différences avec le livre, alors comme je l'ai dit, comme je l'ai évoqué rapidement
il y a quelques minutes, le roman ne pouvait pas être, je dirais, adapté fidèlement, parce qu'il y a une dimension spéculative, méditative, qui ne se prête pas à une mise en image. Et d'ailleurs, cet après-midi, je suis tombé sur... vous pouvez visionner cet entretien sur le compte Twitter de l'INA, de l'Institut des archives audiovisuelles. On trouve un entretien avec Schlöndorff réalisé à Cannes en 1966. Au moment de la présentation du film, le film sera primé d'ailleurs à cette occasion, où Schlöndorff précise n'avoir pas voulu faire un film d'après le roman, mais un film sur le roman, c'est-à-dire sur un matériau, sur une matière première d'une certaine façon. Tout simplement parce que c'est évident quand on connaît le roman, c'est un roman qui ne peut pas s'adapter. Et il a bien eu raison de procéder ainsi. Il s'est donné beaucoup de liberté. Sur le plan narratif, il y a des différences assez nettes, mais il parvient, je trouve, à très très bien saisir l'essence de l'œuvre littéraire. Il en fait à la fois une parabole historique et une parabole philosophique qui, me semble-t-il, est très juste, tout en prenant de la liberté. Et c'est là, je crois, la grande qualité de ce film. Comme souvent chez Schlöndorff, les images sont très parlantes. Je ne sais pas si cette belle scène, cette belle image est dans le livre sous une forme quelconque, avec la mouche au début du film, quand il dessine un cercle autour de la mouche qu'elle quitte et elle est punie pour ça. C'est une très belle image et qui me semble être assez métaphorique pour tout ce qui se passera après et pour tout ce problème auquel il fait face. C'est un grand roman et c'est un grand film sur la cruauté. C'est le sujet. La cruauté et l'humiliation. Et là, on en vient au personnage de l'élève Torlès, la fascination pour la cruauté et l'humiliation, fascination temporaire. Oui, parce que peut-être aussi la violence, la cruauté, c'est quelque chose qui a une attirance quand on est perdu, parce que c'est quelque chose qui est assez vrai, ça existe. Je pense qu'il a un problème avec cette très belle question dans le film, dans le livre peut-être aussi, de nombreux imaginaires. Il a un problème avec le fait que ça n'existe pas. Et pourtant, il y a des choses qui existent grâce aux nombreux imaginaires. Et je pense peut-être c'est une question qui est assez importante pour lui, parce qu'il aimerait quand même avoir une sécurité, avoir une légitimité, et comment un nombre imaginaire peut donner une légitimité à quoi que ce soit qui devrait exister réellement. Mais je ne sais pas si c'est comme ça dans le livre. Je ne sais pas comment c'est évoqué. Ça, c'est un aspect de la dimension spéculative du roman que Schlöndorff parvient à restituer de façon, je trouve, assez subtile et simple, limpide. C'est très réussi. Mais oui, l'élève Torlès, c'est un moi qui est en cours de formation, de cristallisation, et mais qui s'inquiète de son propre processus de cristallisation et de toutes les incertitudes qui l'accompagnent. C'est un jeune moi que l'institution éducative ne parvient pas véritablement à satisfaire. Et qui partage sans doute beaucoup avec le jeune Musel. Mais Schlöndorff s'est avant tout attaché à la dimension politique, à mon sens. C'est-à-dire, c'est véritablement la fabrique de la génération qui sera aux commandes au début des années 30, qui, me semble-t-il,
le mobilise le plus dans ce film. La fabrique des tyrans. Il y a 2 questions. Alors, je ne sais pas du tout ce que vous en pensez. Mais en fait, moi, ça m'a presque fait penser au film de Pasolini, Salo. Enfin, le côté trash, quoi, d'aller loin dans le trash quand même. Et puis l'arrière-plan politique. Et puis cette communauté, ce truc un peu fermé. Enfin, je ne sais pas si c'est un truc auquel vous avez déjà pensé, si ça a été dit. Enfin, je sais pas. Est-ce que ça a été dit? Je n'ai pas le souvenir de comparaison, mais ça me paraît assez juste. De toute façon, dans les 2 cas, il s'agit du fascisme. Salo, évidemment, est consacré au dernier jour du fascisme. Là, on assiste à sa genèse, d'une certaine manière. Ce sont des films qui sont consacrés à la relation très étroite entre fascisme et sadisme. Ça, c'est évident. Le roman est beaucoup plus déstabilisant et beaucoup plus inquiétant que le film. C'est-à-dire que les scènes la dimension de perversion sexuelle est beaucoup plus forte dans le roman. C'est quelque chose qui, d'une certaine manière, le roman se rapproche plus de l'œuvre de Pasolini par sa manière de se confronter à la perversité de façon très très frontale et à la fois très 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 subtile et très frontale. Je dirais que Schlöndorff épargne beaucoup aux spectateurs quand même. Sans doute parce qu'on est au milieu des années 60. Il faut savoir qu'à Cannes, le film ça n'a pas été le scandale absolu, mais enfin, il y a eu des réticences très fortes. Hein. J'ai lu cet après-midi notamment, j'ai trouvé un compte-rendu dans les archives du Monde qui précisait que l'attaché culturel allemand qui avait assisté à la première était parti en pleine séance en hurlant. Enfin, donc voilà. Mais Schlöndorff épargne pas mal à son spectateur. Ouais. Ouais. Oui, merci. Ma remarque est simple. Avant tout, félicitations pour vos recherches. Musil mérite une biographie, pas pour rendre impossible la publication de romans d'aujourd'hui, mais pour montrer qu'au début du siècle, il y a eu lui et Proust pour accéder à des romans qui vraiment interrogent. Mais c'est pour vous dire que dans le film, il y a un moment où tout est résolu, à mon avis. Il l'a bien compris, c'est quand le jeune Turles va affronter le prêtre. Le mathématicien, il va lui dire il n'est pas encore dégrossi, etc. Il n'a pas encore le haut niveau. Et quand le prêtre lui dit donc, pour toi, on ne peut pas résoudre le problème par la science, c'est la religion, il n'a fait que paraphraser le mot de Kant. Le mot de Kant dans le préface de la raison pure, la critique de la raison pure, c'est là où il va. D'ailleurs, Musil utilise le verbe allemand dans son roman. C'est-à-dire, puisque la science et les nombres imaginaires ne peuvent pas résoudre le problème, il reste à dépasser, aufheben. Et dépasser quoi? La métaphysique, qui est la science, pour aller vers la religion. Et quand le prêtre, il l'arrête, le supérieur, lui dit, bon, il n'y a pas de place pour ce genre de spiritualité ici. Pour quelle raison? Parce que c'est une école militaire. Et ces jeunes qui ont 19 ans à cet âge, ils auront 40 à la Deuxième Guerre. Et c'est eux qui vont torturer, qui vont faire subir même le viol en plus, qui est là sous-entendu de façon très subtile. Il n'y a pas eu que la flagellation. Je crois que Musil est trop subtil pour ne pas dire qu'il a été violé régulièrement, ce garçon. Et les officiers nazis vont violer en plus de la torture, parce que l'homme qui était en face d'eux n'est pas l'homme. N'a pas la supériorité pour mériter d'être de la race. Et Basini, d'ailleurs, rien qu'avec son nom, il est déjà dans les cercles que Goebbels va classer vers les races qu'on ne veut pas déterminer. Donc il y a Kant, mais il y a une autre remarque aussi, c'est que vous avez bien dit qu'il a été publié en 1902. Or, qui est mort en 1900? Nietzsche.
Et quand Nietzsche va ouvrir ce siècle, il va laisser toutes les expressions qu'utilise Musil. C'est par-delà le bien et le mal. Et c'est ce qu'il dit, le jeune, à la fin. Il a dit, bon, on est au-delà du bien et du mal, et ce que je cherche, il part délivrer, d'ailleurs, le visage qu'il a dans la calèche avec sa mère, c'est le visage pur qu'on attendait depuis et qui ne s'est pas résolu. Vous avez vu les traits, il retrouve sa beauté, sa tendresse, la maternité à côté, et puis il ira vers d'autres écoles. Puis, à mon avis, Musil a illustré ces deux philosophies qui restent vraiment le secret du nihilisme européen à Nietzsche, par-delà le bien et le mal, en critiquant Kant, qui, à mon avis, aujourd'hui, tient toute l'Allemagne, parce que c'est le disciple de Luther. Et je trouve ce roman et le film illustré avec cette tension, parce qu'on a envie d'arrêter cela avec ses secrets, atteint un chef-d'œuvre incroyable. On vous remercie de le présenter. Oui, c'est très juste. Et tout l'homme sans qualité est déjà présent dans les désarrois de l'élève Torlès. C'est ça qui est assez fascinant. Il va se lancer dans l'écriture de cet immense roman qu'est L'homme sans qualité à la fin des années 20, au début des années 30, donc bien après l'écriture des désarrois. Mais on a déjà dans les désarrois tous les éléments, toutes les composantes intellectuelles, le défi que se proposera de relever l'homme sans qualité est présent, en fait. Voilà. Je vais prendre la dernière question derrière, mais ça ne vous empêche pas après de parler parce qu'il y a des gens qui vont voir leur film d'horreur après nous, donc il faut les laisser. Juste une remarque personnelle, un ressenti plutôt, et puis une question. Le ressenti, c'est si on regarde bien les dates, ce qui est particulièrement émouvant dans le film, c'est que cette génération de jeunes cadets, c'est celle qui va être sacrifiée, non pas en 1940, mais tout de suite à la guerre de 14-18, avec l'effondrement de l'Empire austro-hongrois. Alors peut-être pouvez-vous nous dire rapidement, je suis désolé, surtout pour vous, parce que je vois l'étendue de votre savoir, comment ce film participe à la crise intellectuelle de l'Empire austro-hongrois à ce moment-là, la crisis, et d'une autre façon, je crois que, par ailleurs, Musil était un scientifique de formation. Et c'est quand même quelque chose d'intéressant. Beaucoup de grands écrivains allemands ou de tradition allemande sont des scientifiques et pas des littéraires. Pouvez-vous nous brosser, mais très rapidement, l'itinéraire intellectuel de ce scientifique qui devient un des plus grands écrivains de langue allemande? Après cette école militaire, il va effectivement suivre des études d'ingénieur. Il va sérieusement songer à mener une carrière d'ingénieur qui finalement qu'il va interrompre pour se lancer dans des études de philosophie. Mais cette fibre scientifique, elle se sent dans tous ses écrits, et particulièrement dans L'homme sans qualité. Elle se sent déjà dans les désarrois. Pour ce qui est de l'Empire des Habsbourg, Musil, c'est le fils d'un haut fonctionnaire de l'Empire. Il grandit dans la vénération pour l'empereur. Vénération pour l'empereur qui est entretenue au quotidien dans une institution comme celle que nous avons vue ce soir. Et bien évidemment, l'effondrement de l'Empire au lendemain de la défaite en 1918 est un des motifs, sinon le motif principal de son existence, puisque tout l'homme sans qualité est écrit avec comme toile de fond la perspective de cet effondrement, puisque l'action de l'homme sans qualité se déroule avant l'effondrement. C'est la toile de fond générale de l'existence et de l'œuvre, en effet, tout à fait. Mais non, voilà. Donc on va s'arrêter là, malheureusement, mais on peut toujours parler à la sortie du cinéma. Merci beaucoup Frédéric Joly d'être venu.